Comment un petit film indépendant, tourné avec 3 francs 6 sous, a-t-il pu devenir l'un des films d'horreur les plus connus et surtout les plus influents de tous les temps? C'est toute l'histoire de Halloween, une véritable leçon de cinéma qui a carrément redéfini la peur. Voilà, tout part de ce chiffre. 325 000 $. C'est le budget, mais alors incroyablement modeste, avec lequel le réalisateur John Carpenter a dû se débrouiller. Pour qu'on se rende compte, c'est moins que ce que coûtent beaucoup de pubs à la télé aujourd'hui. C'est dire. Et maintenant, voilà le résultat. 70 millions de dollars de recettes dans le monde. Le retour sur investissement est juste astronomique. Ça fait d'Halloween un des films indépendants les plus rentables de l'histoire. Le décalage entre les deux chiffres est tout simplement dingue. Alors, la question c'est, comment un tel miracle a-t-il pu se produire? On va explorer ça ensemble. On va décortiquer le plan de la terreur, l'ingéniosité qui est née des contraintes, la musique qui glace le sang, le succès phénoménal et, bien sûr, l'héritage immense de Michael Myers. Allez, c'est parti. Première étape, le plan directeur de la terreur. Tout a commencé avec une idée d'une simplicité redoutable. Un tueur qui s'en prend à des babysitters le soir d'Halloween. C'est le producteur Irwin Yablans qui a eu cette idée et qui l'a proposée à un jeune réal prometteur, John Carpenter, après avoir été complètement bluffé par son film Assaut. Une idée toute simple, mais qui cachait un potentiel énorme. Ce qui est fascinant, c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est fait. Le scénario, coécrit par Carpenter et sa compagne de l'époque, Debra Hill, a été bouclé en 3 semaines. Et le tournage, 21 jours. C'est tout. De l'écriture à la sortie en salle, il s'est passé moins d'1 an. Une vraie production éclair. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que le film a bien failli s'appeler Les meurtres de la babysitter. C'est beaucoup plus direct, c'est sûr, mais c'est l'idée de situer l'action pendant la nuit d'Halloween qui a donné au concept toute sa force et son titre iconique. Le scénario a aussi créé des archétypes qui sont devenus des piliers du genre. Le plus célèbre, c'est celui de la Final Girl, la dernière survivante. Laurie Strode, jouée par une Jamie Lee Curtis alors totalement inconnue, n'est pas juste une victime qui attend, non. Elle est intelligente, elle a de la ressource, et c'est elle qui a défini ce rôle pour des décennies. Et face à elle, le mal absolu. Dans le script, Michael Myers est juste appelé The Shape, la silhouette. Ce n'est pas un personnage avec des motivations complexes ou une psychologie analysée. Non, c'est une force de la nature, l'incarnation du mal à l'état pur. Silencieux, impossible à arrêter. Et c'est justement ça qui le rend si terrifiant. Pour le rôle du psychiatre, le docteur Loomis, ils ont pensé à des légendes comme Peter Cushing et Christopher Lee. Ils ont tous les deux refusé à cause du faible salaire. Lee a même admis plus tard que c'était la plus grosse erreur de sa carrière. Au final, c'est Donald Pleasence qui a accepté et il a apporté une gravité au film qui était absolument essentielle. On en arrive maintenant à l'ingéniosité face au budget. Et c'est là que la magie opère. Comment une équipe avec si peu d'argent a-t-elle pu créer un film aussi efficace? Eh bien, en transformant chaque problème en une opportunité. Avec un budget aussi serré, chaque décision devait être un éclair de génie, à la fois créatif et économique. Cette liste résume parfaitement la situation. Les acteurs, ils portaient leurs propres vêtements. L'équipe a dû peindre des feuilles mortes en marron parce que le film est censé se passer en automne dans l'Illinois, mais il était tourné au printemps en Californie. D'ailleurs, si on regarde bien, on peut même voir des palmiers dans certaines scènes. Et puis, il y a le masque. Son origine est devenue légendaire. L'équipe est allée dans un magasin et a simplement acheté un masque de William Shatner, le capitaine Kirk dans Star Trek, pour moins de 2 $. Ils ont agrandi les trous des yeux, l'ont peint en blanc, changé les cheveux, et voilà. Le résultat, un des visages les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Une icône née de presque rien. Et pour incarner Michael Myers, l'acteur Nick Castle était payé 25 $ par jour. Oui, ce chiffre, à lui seul, résume tout l'esprit de cette production. Un engagement total pour le projet qui allait bien au-delà de l'argent. Passons maintenant au son du suspense. Quand on pense à Halloween, juste après le masque, c'est la musique qui vient en tête. Et pour une bonne raison. Sans cette bande-son, le film n'aurait jamais eu le même impact. Il ne serait tout simplement pas le même film. Et le génie derrière cette musique, c'est John Carpenter lui-même. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a composé le thème principal sans savoir ni lire ni écrire la musique. C'était du talent pur, à l'instinct, et ça a donné une mélodie que tout le monde connaît. Cette simple mélodie au piano, avec sa signature rythmique un peu bizarre en 5/4, ça crée un sentiment de déséquilibre, d'inconfort. Il l'a composée en quelques jours à peine. C'est devenu aussi culte que le film. La preuve qu'on n'a pas besoin d'un orchestre symphonique pour créer une tension insoutenable.
Et pourtant, le succès a été un phénomène totalement inattendu. Aujourd'hui, Halloween, c'est un classique, mais à sa sortie, son succès était très loin d'être garanti. Le film a dû se battre pour trouver son public face à des critiques qui, au début, étaient vraiment divisées. Le film a profondément divisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains critiques l'ont accusé d'être misogyne, sadique, tandis que d'autres, comme le célèbre critique Roger Ebert, l'ont salué comme un chef-d'œuvre de suspense, le comparant même au Psychose d'Hitchcock, le grand écart quoi. Alors qu'est-ce qui a fait la différence? Ce n'est pas la publicité, il n'y en avait quasiment pas. Non, c'est le public. Le bouche à oreille a été tellement puissant que les gens se sont rués dans les salles, transformant ce petit film en un véritable phénomène de société. C'est le public qui a fait le film. Et tout ça nous amène à l'héritage de Michael Myers, parce que l'impact de Halloween va bien au-delà de son succès en 1978. Son influence a littéralement redéfini les règles de l'horreur et son ombre plane sur la culture populaire encore aujourd'hui. Ce tableau le montre bien, Halloween a, en quelque sorte, écrit le mode d'emploi du slasher movie pour les années à venir. Le tueur masqué et silencieux, l'héroïne qui se défend, la banlieue tranquille qui devient un piège mortel, et l'utilisation de la caméra subjective pour nous mettre dans les yeux du tueur, tout ça, ça vient de là. Des films comme Vendredi 13 ou Les Griffes de la nuit lui doivent absolument tout. La reconnaissance ultime, elle est arrivée en 2006. Le film a été inscrit au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès américain. C'est une immense consécration qui le place aux côtés des plus grands classiques du cinéma, reconnaissant officiellement son importance capitale. Et bien sûr, comment ne pas parler de la franchise? Ce seul film a donné naissance à plus d'une douzaine de suites, de remakes, de reboots, créant une saga qui s'étend sur plus de 40 ans. La silhouette de Michael Myers continue de hanter les écrans, preuve de la puissance intemporelle de la création originale de Carpenter. Et tout ça nous amène à une dernière question. Après toutes ces années, tous ces films, pourquoi l'original de 1978 conserve cette aura si unique? Est-ce sa simplicité, son suspense à l'état pur, ou le fait qu'il a su capturer une peur fondamentale, celle de l'inconnu qui se cache dans l'ombre de notre quotidien? La réponse, finalement, se trouve peut-être dans la simplicité glaçante de ce masque blanc.